Ils ont dû payer le château de Versailles, la famille Guérand-Hermès ou encore la prestigieuse famille Altani. Le procès des faux sièges du XVIIIe siècle vint de s'achever. Et pour comprendre comment cette affaire a été démantelée et surtout comment prévenir de telles dérives, nous recevons Solène Clément, qui est avocate experte en lutte anti-blanchiment et présidente de l'OLAB. Merci beaucoup d'être avec nous. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez revenir sur les faits et nous donner quelques éléments sur les sanctions qui ont été requises, même si les résultats tomberont le 11 juin prochain? Alors les faits, finalement, ils sont assez simples. On a affaire à des personnes de très grande qualité, de très grande compétence, qui ont proposé à la vente à plusieurs personnes, et notamment le château de Versailles, des meubles qu'ils ont présentés comme authentiques, alors qu'ils étaient en réalité d'authentiques faux. Oui. Et le fait d'avoir trompé le château de Versailles dans cette acquisition, c'est ça qui a déclenché les investigations et qui leur a valu le renvoi devant le tribunal correctionnel, qui, à ma connaissance, a conduit le procureur à requérir tant des peines de prison, de prison ferme, de prison avec sursis et des peines d'amende. Et il est précisé que certains des protagonistes de cette affaire ont d'ailleurs effectué plusieurs mois de détention provisoire, ce qui est un élément assez important de privation de liberté. Oui. Et comment est-ce que cette fraude a été détectée? Quel rôle a joué Tracfin dans cette histoire? Il semblerait effectivement que Tracfin, durant l'année 2014, a été informé, ou en tout cas a pu détecter des flux financiers incohérents, notamment sur des acquisitions immobilières d'un couple qui présentait finalement des revenus assez modestes et qui était en capacité de faire des acquisitions immobilières qui ne paraissaient pas cohérentes. Et en poussant l'investigation, les équipes ont pu du coup s'apercevoir qu'elles étaient en lien avec ces faussaires, et a priori c'est comme cela que l'histoire a commencé. Voilà, et après on a remonté toute la chaîne. Et donc ça a eu lieu entre 2008 et 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui sont nouveaux en termes de réglementation, etc. Est-ce que tout cela aurait pu être réalisé aujourd'hui? C'est une bonne question. Finalement, la question que vous posez, elle pose la question de l'efficacité du droit pénal dans la prévention et dans sa visée préventive. C'est ça. Moi, je rappellerai quand même que ça n'est pas la nature du droit pénal, que le droit pénal est là pour punir les personnes qui brisent le pacte social. Espérer que ça soit de la prévention, bien évidemment, on assigne au droit pénal cette notion-là. Mais aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a affaire à des protagonistes qui, par jeu initialement, en tout cas, ont activement eu l'intention de tromper leurs clients. Donc, comment prévenir finalement ce désir de tromper l'autre? C'est une grande question. Aujourd'hui, il y a quand même toute cette notion sur la provenance. Et d'ailleurs, c'est un élément qui m'a paru extrêmement important en regardant les débats. C'est-à-dire qu'a priori, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a reproché à l'une des galeries et l'un des galeristes d'avoir été négligent dans l'origine avant de vendre à des marges qui sont qualifiées de faramineuses. Mais finalement, c'est ça pour moi le cœur de l'enjeu, c'est à quel moment ce qu'on va appeler la négligence peut basculer dans le champ pénal, et il faudra quand même rester extrêmement vigilant à ne pas faire de la négligence un élément à part entière et unique d'une certaine infraction, parce que ça n'est pas conforme à l'état de droit. C'est ça, parce que le terme de négligence, c'est quand même celui qu'on utilise d'autant plus depuis 2-3 ans qu'on fait de la vulgarisation sur la lutte anti-blanchiment. C'est cette négligence peut-être qui, en tout cas, certaines personnes auraient pu être en tout cas plus alertes. Absolument. Il faut en effet rappeler que le marché de l'art est soumis aux obligations de prévention de la lutte anti-blanchiment, qui leur imposent de faire leur cartographie des risques et d'identifier correctement, précisément l'origine des objets qu'ils sont amenés à vendre, qui sont leurs clients, d'où vient leur argent. Et d'ailleurs, dans ce dossier, on peut s'interroger, l'agent immobilier qui a fait les acquisitions, ou le notaire, ou la banque, ils auraient dû, dans leurs obligations, et c'est sûrement eux d'ailleurs qui ont dû mettre la puce à l'oreille à Tracfin, transmettre l'information sur l'incohérence. Et ces mêmes niveaux d'obligations, elles pèsent sur le marché de l'art. Et aujourd'hui, il y a donc un mouvement qui tend à faire de peut-être une absence ou une absence complète de mise en œuvre des obligations de vigilance un élément de négligence, et donc d'avoir un pied dans le droit pénal. Il faut faire attention, ça reste quand même deux dispositifs bien séparés. Un, la prévention, deux, la répression. Et c'est l'intention qui fait la différence. Merci beaucoup Solène Clément. Je rappelle que vous êtes avocate experte en lutte anti-blanchiment et présidente d'OLAB. Et tout de suite, place à l'interview de la semaine.